Imaginez porter une assiette de 15 cm dans votre lèvre inférieure chaque jour, pendant des années. Non pas par accident, non pas par punition, mais par choix, pour être belle, pour être désirable et pour valoir 50 vaches. Bienvenue en Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, là où la beauté se mesure en centimètres de lèvres déchirées, là où plus votre bouche peut contenir un objet large, plus vous valez cher sur le marché du mariage, là où des jeunes filles de 15 ans se font volontairement mutiler pour correspondre à un idéal qui, vu de l'extérieur, semble incompréhensible. Cette pratique n'est pas une légende urbaine. Elle existe, elle se perpétue et environ 6000 femmes de la tribu Mursi la pratiquent encore aujourd'hui dans l'un des endroits les plus isolés de la planète, là où le temps semble s'être arrêté il y a des milliers d'années. Ce documentaire ne vous montrera pas l'Éthiopie des brochures touristiques ou celle des églises taillées dans la roche de la Libla. Nous allons plonger dans une tradition qui défie toute logique occidentale, explorer une pratique qui horrifie certains mais qui, pour les Mursi, représente l'essence même de la féminité, de la richesse et du statut social. Attachez donc vos ceintures, parce que ce voyage va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la beauté. Au sud de l'Éthiopie, à la frontière avec le Kenya et le Soudan du Sud, s'étend la vallée de l'Omo. Cette région de 4200 km² est l'un des endroits les plus reculés et les plus préservés d'Afrique. Ici, plus d'une quinzaine de tribus vivent encore selon des traditions ancestrales, complètement à l'écart du monde moderne. La vallée de l'Omo n'est pas seulement isolée géographiquement, elle l'est aussi temporellement. En 1967 et 1974, des paléontologues ont découvert dans cette région des fossiles d'Homo sapiens datant de 195 000 ans, faisant de la vallée de l'Omo l'un des berceaux confirmés de l'humanité moderne car c'est ici, dans cette terre rouge et aride, que nos ancêtres ont vécu, chassé et survécu. Aujourd'hui encore, certaines tribus de la vallée vivent de manière quasi identique à ces ancêtres lointains. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de route pavée. Juste le fleuve Omo qui traverse la région comme une artère vitale, fournissant l'eau nécessaire à la survie dans cet environnement hostile où la température peut dépasser 40 degrés. Parmi ces tribus se trouvent les Mursi, environ 6000 individus répartis dans plusieurs villages le long du fleuve Omo et dans les collines environnantes. Contrairement aux Amars, aux Karo ou aux Suri, les Mursi sont restés farouchement isolés jusqu'aux années 1970. Ce n'est qu'en 1973 qu'un anthropologue britannique, David Turton, a établi le premier contact prolongé avec eux. À l'époque, les Mursi ne savaient même pas qu'ils vivaient dans un pays appelé Éthiopie. Cette tribu nomade vit principalement de l'élevage de bétail et d'une agriculture de subsistance basée sur le sorgho et le maïs. Les vaches ne sont pas simplement des animaux ici, elles sont la mesure de toute richesse, de tout statut, de toute transaction sociale importante. Une vache vaut environ 300 $, mais dans l'économie Mursi, elle vaut bien plus, elle vaut un mariage, un statut, une survie. Dans cet environnement extrême, chaque aspect de la vie sociale s'est organisé autour de la survie et de la reproduction. Le mariage n'est pas une affaire sentimentale mais une transaction économique vitale et c'est dans ce contexte que la pratique du plateau labial a pris forme, il y a des siècles. Personne ne sait exactement quand la tradition des plateaux labiaux a commencé chez les Mursi, mais les historiens et les anthropologues ont plusieurs théories, toutes plausibles, aucune définitive. La première théorie, et la plus répandue, suggère que cette pratique est née comme mécanisme de défense. Au XIXe siècle, la vallée de l'Omo était régulièrement attaquée par des marchands d'esclaves arabes et des tribus guerrières voisines. Les jeunes femmes étaient les cibles privilégiées de ces raids, capturées pour être vendues sur les marchés d'esclaves de Khartoum ou d'Addis Abeba. Selon cette théorie, les Mursi auraient commencé à déformer les lèvres de leurs filles pour les rendre laides aux yeux des étrangers, réduisant ainsi leur valeur sur le marché de l'esclavage. La deuxième théorie est d'ordre spirituel. Les Mursi, comme beaucoup de tribus de la vallée de l'Omo, pratiquent l'animisme. Ils croient que les mauvais esprits, porteurs de maladies et de désastres, sortent par la bouche. Le plateau labial servirait donc de barrière physique et spirituelle, un bouclier sacré contre ces forces maléfiques. C'est pourquoi les plateaux sont fabriqués avec de la boue considérée comme divine, mélangée à de l'eau fermentée à l'ombre fraîche. La troisième théorie, et peut-être la plus pragmatique, est purement économique. Dans une société où les vaches sont la seule véritable richesse, le plateau labial est devenu un marqueur de valeur matrimoniale. Plus le plateau est grand,
plus la famille de la mariée peut exiger de vaches lors du mariage. C'est une façon visible, publique, indiscutable de signaler la valeur d'une femme sur le marché matrimonial. Quelle que soit l'origine réelle aujourd'hui, les Mursi elles-mêmes donnent une réponse simple lorsqu'on leur demande pourquoi elles portent des plateaux. Selon elles, c'est l'essence même de leur tradition, c'est ce qui fait d'elles des femmes Mursi, c'est ce qui les rend belles. Le processus de mise en place d'un plateau labial commence entre l'âge de 15 à 20 ans, généralement quelques mois avant le mariage. Ce n'est jamais imposé aux petites filles, contrairement à ce que certains médias occidentaux ont pu suggérer. C'est un rite de passage vers l'âge adulte, une décision prise par la jeune femme elle-même, souvent encouragée par sa mère et sa grand-mère. La première étape est la plus traumatisante, la perforation. Une femme expérimentée du village, généralement une tante ou une grand-mère, utilise une lame de rasoir ou un couteau aiguisé pour couper la lèvre inférieure. Il n'y a pas d'anesthésie, pas d'antiseptique moderne, juste la lame, la chair et la douleur. Selon les témoignages recueillis par les anthropologues, cette phase dure environ 15 minutes et la douleur est décrite comme insupportable. Une fois la lèvre coupée, on y insère immédiatement un petit bâton de bois pour maintenir l'ouverture et empêcher la cicatrisation complète. Ce bâton reste en place pendant plusieurs semaines, le temps que la plaie commence à guérir. Pendant cette période, la jeune femme ne peut pratiquement pas manger de nourriture solide. Elle boit des bouillies liquides de sorgho et endure une douleur constante. Pour favoriser la cicatrisation et prévenir les infections, les Mursi appliquent un mélange de cendres, de charbon de bois pilé et de feuilles médicinales locales. Ce cataplasme traditionnel a des propriétés antiseptiques naturelles et aide à contrôler l'inflammation. La plaie cicatrise en environ 4 à 6 semaines. Les plateaux eux-mêmes sont fabriqués artisanalement par les femmes du village. Elles mélangent de la boue, de l'argile et de l'eau fermentée, puis façonnent des disques aussi fins que possible pour réduire le poids. Les bords sont rainurés pour que le plateau s'accroche bien à la lèvre étirée. Chaque plateau est ensuite séché au soleil pendant plusieurs jours avant d'être cuit au feu pour le durcir. Une femme Mursi fabrique généralement un nouveau plateau chaque mois, car les bords s'usent avec le frottement constant contre les dents et les gencives. Certaines femmes possèdent plusieurs plateaux de tailles différentes, un grand pour les occasions spéciales et les cérémonies, des plus petits pour le quotidien. Une fois le plateau en place, la vie quotidienne se transforme. Manger et boire deviennent compliqués, il faut retirer le plateau à chaque repas. Parler aussi est difficile, la prononciation change. Dormir nécessite de retirer le plateau pour éviter qu'il ne blesse pendant la nuit. En fait, les femmes Mursi ne portent leur plateau que pendant la journée, lors des activités sociales, lors des cérémonies et quand elles veulent être vues. C'est un ornement, un symbole, pas une contrainte absolue. Les femmes ont appris à vivre avec, à l'utiliser quand il sert leur statut social et à le retirer quand il devient gênant. Depuis les années 2000, la vallée de l'Omo est devenue une destination touristique prisée pour les voyageurs en quête d'authenticité et de rencontres avec des peuples primitifs. Des agences de voyage éthiopiennes et internationales organisent des circuits de 7 à 10 jours où les touristes visitent plusieurs tribus, dont les Mursi. Cette ouverture au tourisme a radicalement transformé la dynamique économique et sociale des Mursi. Auparavant isolés et vivant exclusivement de l'élevage et de l'agriculture de subsistance, ils ont découvert qu'ils pouvaient monétiser leurs différences. Aujourd'hui, lorsqu'un groupe de touristes arrive dans un village Mursi, les femmes sortent immédiatement avec leur plus grand plateau. Elles se positionnent et attendent qu'on les photographie. Le prix standard pour une photo est de 5 birs éthiopiens, environ 10 centimes d'euros. Certaines femmes peuvent gagner 50 à 100 birs par jour grâce aux touristes, soit environ 1 à 2 dollars. Dans une économie où le revenu annuel moyen est d'environ 200 dollars, ces revenus touristiques sont devenus significatifs. Mais ce nouveau flux d'argent crée des distorsions profondes car les Mursi ont compris que plus leur apparence est exotique et choquante, plus ils attirent les touristes. Certaines femmes portent maintenant leur plateau en permanence pendant la saison touristique, même pour travailler, ce qu'elles ne feraient jamais auparavant. Le plateau, qui était un ornement cérémoniel et un marqueur de statut, devient un costume de scène. Les jeunes hommes aussi ont adapté leur comportement. Ils peignent leur corps avec des motifs de boue élaborés, portent des coiffes de plumes, prennent des poses guerrières pour les photos. Tout cela n'a plus rien à voir avec les pratiques traditionnelles réelles, c'est un spectacle créé pour satisfaire les fantasmes occidentaux sur l'Afrique primitive.
Cette marchandisation de la culture Murcie pose des questions éthiques profondes. D'un côté, le tourisme apporte de l'argent qui permet d'acheter des médicaments, du savon, parfois de payer l'école pour quelques enfants. De l'autre, il transforme les Murcies en zoos humains, en attractions vivantes qui performent leur identité pour des étrangers. Certains anthropologues et activistes dénoncent ce qu'ils appellent le tourisme ethnique ou le safari humain. Ils soulignent que ce type de tourisme fige les cultures dans une image fantasmée du passé, les empêchant d'évoluer naturellement. Les Murcies deviennent donc prisonniers de leur propre exotisme. D'autres défendent le droit des Murcies à utiliser leur culture comme bon leur semble. Si photographier leur plateau leur permet de survivre mieux, qui sommes-nous pour les en empêcher? Le débat reste ouvert, sans réponse simple. Ce qui est certain, c'est que la jeune génération Murcie grandit dans un monde radicalement différent de celui de leurs parents. Face à cette prise de conscience, de plus en plus de jeunes femmes choisissent de ne pas perpétuer la tradition. Elles acceptent de valoir moins de vaches, d'avoir moins de statut, mais elles gardent leur bouche intacte. Cette évolution inquiète profondément les anciens, qui y voient la disparition programmée de leur identité culturelle. C'est une problématique qui hante la vallée de l'Omo car les Murcies, comme toutes les tribus de la région, sont confrontés à une réalité inéluctable. Le monde moderne avance, les routes s'améliorent, les téléphones arrivent, l'école devient accessible et avec chaque génération, l'attraction du monde extérieur grandit. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage dans la vallée de l'Omo, une question s'impose. Qu'est-ce que la beauté ? Pour nous, occidentaux du XXIe siècle, l'idée de déchirer sa lèvre et d'y insérer une assiette semble barbare, incompréhensible, révoltante. Nous regardons les femmes Murcies avec un mélange de fascination et d'horreur. Nous ne comprenons pas comment elles peuvent volontairement infliger cela à leur corps. Mais si nous réfléchissons honnêtement, nos propres pratiques de beauté ne sont pas si différentes. La différence n'est pas de nature, elle est de degré car dans toutes les sociétés humaines, la beauté a un prix. Ce prix peut être la douleur, la déformation, l'argent, le temps, la santé. Mais nous payons tous, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la tradition du plateau labial est en train de mourir. Dans une génération ou deux, elle aura disparu. Les jeunes femmes Murcies choisiront massivement de garder leurs lèvres intactes. Elles adopteront les standards de beauté globalisés, peau claire, minceur, vêtements occidentaux. La vraie question n'est donc pas de savoir si le plateau labial est une bonne ou une mauvaise pratique. La vraie question, qui décide? Les femmes Murcies elles-mêmes, ou nous, observateurs extérieurs qui projetons nos valeurs sur leur vie? La prochaine fois que vous verrez une photo d'une femme Murcie avec son plateau de 15 cm, avant de réagir avec horreur ou pitié, regardez-vous dans un miroir. Et demandez-vous, qu'ai-je fait à mon propre corps pour correspondre aux normes de beauté de ma société? Combien ai-je payé, en douleur, en argent, en temps, pour être belle selon des standards que je n'ai pas choisis? La réponse risque de vous surprendre. Abonnez-vous à l'envers du monde et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo afin que d'autres dans le monde puissent découvrir la vérité sur les pratiques culturelles des Murcies.